Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Le bilan des victimes palestiniennes s'alourdit et atteint les 2866 martyrs. Plus de 12 000 Palestiniens ont également été blessés par l'agression sioniste contre Gaza. L'Organisation mondiale de la santé alerte la communauté internationale. Sans aide à Gaza, une vraie catastrophe aura lieu dans 24 heures. À la veille de l'ouverture des travaux de la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains et pays nordiques à Alger, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf reçoit ses homologues togolais et tchadiens. Et puis Rima Trabelsi, ministre libyen de l'Intérieur, en visite à Alger également. Il a été reçu par son homologue algérien Brahim Rad. Les deux parties ont entre autres évoqué la lutte contre le narcotrafic et les crimes transfrontaliers. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez avant de développer le fil de l'actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi un appel téléphonique de son homologue italien Sergio Mattarella qui l'a informé du report du forum de dialogue méditerranéen de haut niveau qui était prévu à Rome. Les deux présidents ont également évoqué les relations bilatérales étroites entre les deux pays amis et les moyens de les renforcer. Et rappelons que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu un conseil de sécurité sur la situation en Palestine. L'actualité donc toujours marquée par cette agression sioniste contre Gaza au 10e jour de ce massacre. Le bilan des victimes continue d'augmenter. 2866 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 12 000 personnes ont été blessées. Des images insoutenables, des scènes apocalyptiques. Les habitants du camp de réfugiés de Jabalia ont été surpris par de nombreux raids aériens qui ont principalement ciblé les maisons où se trouvaient des femmes et des enfants. L'entité sioniste qui réduit en cendres des familles entières, des arbres généalogiques entiers, des familles sont décimées. 7 membres de la famille Al-Masri à Khan Younes ont été tués lors d'une frappe aérienne. Ils ont tous été enterrés ce lundi. Face à cette situation accablée par le manque de moyens au niveau des hôpitaux, les médecins tentent tant bien que mal de sauver les blessés qui arrivent en masse, parfois au détriment de leur propre vie. Hier soir, 5 médecins ont été tués dans un bombardement. Plusieurs autres, mais aussi des volontaires, ont été blessés et transportés d'urgence à l'hôpital Al-Shifa. Et les journalistes ne sont pas épargnés. Selon le syndicat palestinien des journalistes, 13 d'entre eux ont été pris pour cible et assassinés par les forces de l'occupation alors qu'ils couvraient les derniers événements dans la région. 20 autres ont été blessés. Et en plus de devoir subir les attaques quotidiennes de l'occupant, les Palestiniens sont également confrontés au manque d'eau. Assoiffés, ils n'ont parfois d'autre choix que de boire de l'eau salée. Et l'occupant ne coopère pas à l'acheminement de l'aide à Gaza, laissant des centaines de tonnes de fournitures bloquées à la frontière de Rafah. Le Caire affirme que le terminal de Rafah, une ouverture potentiellement vitale pour les approvisionnements désespérément nécessaires dans l'enclave palestinienne assiégée, n'est pas officiellement fermé, mais est inutilisable en raison des frappes aériennes du côté de Gaza.
Les habitants d'Al-Zahra, toujours dans la bande de Gaza, vivent eux aussi dans des conditions difficiles. La région complètement paralysée suscite le désarroi des habitants qui appellent à l'aide humanitaire dans les plus brefs délais. Iman Merad. Les forces sionistes poursuivent ce lundi leur bombardement sur Gaza en dépit des efforts diplomatiques visant à instaurer un cessez-le-feu dans le sud du territoire palestinien pour permettre l'acheminement des aides humanitaires dans l'enclave palestinienne. La situation est effarante, particulièrement pour les habitants d'Al-Zahra, une région extrêmement paralysée par le blocus imposé par l'occupation sioniste. La survie dans des conditions aussi difficiles reste quasi impossible. Entre pénurie de produits de première nécessité, tels que l'eau et la nourriture, les approvisionnements ou encore l'électricité, la situation est insoutenable. Comme vous pouvez le constater, les gens font la queue pour obtenir de l'eau, ici, et de la nourriture, à la boulangerie, là-bas. Tous les approvisionnements ont été paralysés. Nous ne pouvons même pas obtenir les produits de première nécessité. C'est une situation très difficile. La plupart des habitants du Nord sont venus ici. Nous les accueillons, mais tous les approvisionnements de la ville sont paralysés. L'eau courante là-bas est fournie par le gouvernement local, mais ce n'est pas suffisant, car la demande dépasse largement l'offre. La boulangerie a du pain, mais elle ne peut pas répondre à toutes les demandes. Chacun de nous ne peut en obtenir qu'une petite quantité, en particulier les enfants, les femmes et les personnes âgées de la ville, qui peuvent à peine obtenir les produits de première nécessité. Ils vivent dans des conditions difficiles. Dépités, les habitants d'Al-Zahra implorent les organisations des droits de l'homme à les soutenir et les aider à surmonter la précarité de cette situation humanitaire. Nous appelons la Croix-Rouge et les groupes de défense des droits humains, où qu'ils se trouvent, à faire preuve de responsabilité envers les gens et les enfants d'ici. Nous avons besoin des produits de première nécessité et d'un soutien vital de base. Nous en avons besoin même si nous restons simplement chez nous. Ici, c'est chez moi et je n'irai nulle part. Au total, 2726 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'escalade sioniste en cours et plus de 10 800 ont été blessés selon les autorités sanitaires palestiniennes. Et nous le disions en titre, l'Organisation mondiale de la santé lance une alerte à la communauté internationale. Il reste 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant à Gaza. Et si l'aide n'y entre pas, les médecins n'auront plus qu'à préparer les certificats de décès. C'est en ces termes que le patron de la région de l'Organisation mondiale de la santé a décrit la situation sur place à l'AFP. En ce qui concerne l'eau, l'électricité et le carburant, selon l'ONU, la Croix-Rouge et le Croissant Rouge, après 24 heures, ce sera une véritable catastrophe. Plus de carburant, donc pas d'électricité, pour tous les habitants de la bande de Gaza en général, et pour les établissements médicaux en particulier. Il y a une pénurie de fournitures médicales et de sang, une pénurie d'eau propre pour les hôpitaux et les habitants de Gaza. Et l'on craint une pénurie de carburant et donc d'électricité. L'OMS qui alerte aussi de la situation dans les hôpitaux. Jusqu'à présent, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 111 installations médicales ciblées, 12 travailleurs de la santé tués et 60 ambulances prises pour cible. Des déplacements ont eu lieu dans le nord de la bande de Gaza, où 22 hôpitaux traitent 2000 patients, dont certains sont sous respirateur. D'autres ont besoin d'une dialyse régulière, des enfants et des femmes. En ce qui concerne les infrastructures médicales, les réserves sont presque épuisées, à tel point que les gestionnaires de soins peuvent désormais établir des certificats de décès pour les patients. Les médecins doivent maintenant prioriser les patients qui arrivent. Ils n'ont pas d'autre choix. Il y a trop de monde, alors certains sont laissés à l'abandon. Et fuyant les bombardements continus que subit Gaza, de nombreux Palestiniens et ressortissants étrangers affluent vers le terminal de Rafah dans l'espoir de traverser la frontière égyptienne. Amel Amaziane Zitouni. Fuyant les bombardements intensifs de l'occupation sioniste, de nombreux Palestiniens continuent d'affluer vers le terminal de Rafah dans l'espoir de traverser la frontière égyptienne. Une fois à la frontière, les déplacés palestiniens se rendent compte que cela est impossible. Le passage est constamment la cible de frappes aériennes sionistes.
Il n'y a aucune sécurité, même quand vous êtes au passage, il y a toujours ce sentiment de peur. Les bombardements ne s'arrêtent pas, même sur le chemin vers le passage à la frontière. Nous sommes arrivés au passage et nous avions cru qu'il était sûr. Aucun endroit n'est sûr à Raza. Partout où nous allons, il y a des frappes, des bombardements, des cris et du sang. Zakaria Al-Raïcha était venu à Raza pour quelques jours rendre visite à sa famille. Il se retrouve pris au piège, surpris par l'intensité des frappes sionistes et des dégâts causés. Dans un pays normal, les gens rendent visite à leur famille. Ils vont partout. À Gaza, c'est comme s'ils pensaient qu'il n'y avait pas de gens. Il y a des gens ici, il y a des gens qui vivent ici. Ce n'est pas une vie. Malgré les efforts internationaux appelant à un cessez-le-feu humanitaire pour permettre un passage en toute sécurité de l'aide et de ceux qui souhaitent se mettre à l'abri, l'entité sioniste continue en toute impunité son agression. Cette agression au centre donc du Conseil des ministres palestiniens présidé par le Premier ministre Mohamed Shtayyeh, qui s'est donc réuni et qui a mis l'accent sur la nécessité de mettre fin au génocide et au nettoyage ethnique qui se poursuit depuis maintenant 10 jours. Nous disons que notre peuple ne quittera jamais sa terre, quel que soit le prix des sacrifices qu'il est capable d'affronter, en faisant échouer les plans ourdis contre lui, comme il a mis en échec par ses luttes tout au long de son parcours militant, les différents plans de liquidation de notre cause et de déplacement forcé de notre peuple. Mohamed Shtayyeh qui a par ailleurs affirmé que le peuple palestinien ne quittera pas sa terre, quels qu'en soient les sacrifices. Nous appelons la communauté internationale, avec à leur tête l'administration américaine, à intervenir en toute urgence afin de mettre un terme à l'agression et à protéger les civils et leurs maisons, ainsi qu'à empêcher leur déplacement forcé. Nous demandons à l'Organisation des Nations Unies de protéger au moins ses fonctionnaires, au moment où plus de 30 employés de l'agence Raout et de l'agence d'emploi des Palestiniens ont été tués. Nous mettons également en garde contre la poursuite des expropriations des terres et l'intensification de la colonisation, ainsi que le ciblage des groupements ruraux qui sont des crimes contre la terre et contre les humains. Le chef de la Ligue arabe a exigé ce lundi l'arrêt immédiat des opérations militaires dans la bande de Gaza et la mise en place de corridors humanitaires pour aider la population. Ahmed Aboulraït s'exprimait lors d'une réunion des ministres de la Justice des pays arabes à Bagdad. Cette agression sioniste contre Gaza au menu du Conseil de sécurité de l'ONU ce lundi, la Russie a proposé vendredi aux États membres du Conseil un projet de résolution qui sera soumis au vote et qui appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et pleinement respecté et à un accès humanitaire sans entrave à la bande de Gaza en état de siège. Pour être adoptée, on rappelle qu'une résolution nécessite l'approbation d'au moins 9 des 15 membres du Conseil sans veto d'un des 5 membres permanents, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie ou encore la Chine. Et puis sachez que le président colombien Gustavo Petro a décidé de suspendre les relations avec l'occupant sioniste en réponse à la décision de Tel Aviv d'interrompre les ventes de matériel militaire à son pays en raison de sa position sur l'agression contre la bande de Gaza. Petro qui a déclaré dans un post publié sur le réseau social X que la Colombie ne soutient pas le génocide et refuse que son président soit insulté. Petro qui appelle l'Amérique latine à faire preuve d'une réelle solidarité avec son pays. Dans l'actualité également, en Algérie, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf a reçu ce lundi son homologue togolais Robert Dussé, arrivé en Algérie pour participer à la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques. Les entretiens ont porté sur les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays en intensifiant les efforts pour enrichir le cadre juridique de la coopération bilatérale et activer les mécanismes bilatéraux dont la commission mixte algéro-togolaise de coopération qui doit se tenir lors du premier trimestre de l'année prochaine à Lomé. Nous sommes ici dans le cadre de la réunion ministérielle des pays nordiques et pays africains. Donc nous voulons ici féliciter et remercier le président de la République algérienne, féliciter notre ami et cher aîné le ministre de nous avoir invités et d'accueillir cette rencontre ministérielle ici avec nos collègues des pays du Nord. Nous pensons que le rôle indispensable
et important que joue l'Algérie sur le plan africain et également avec certains des pays occidentaux est un rôle essentiel. Et nous venons soutenir cette position de l'Algérie et travailler ensemble avec vous. Ahmed Attaf a également reçu son homologue tchadien, Mahamat Salah Al-Nadif, lui aussi présent à Alger pour la réunion ministérielle des pays africains et pays nordiques. Les deux parties ont convenu de renforcer les relations entre l'Algérie et le Tchad, notamment à la faveur de l'organisation de la prochaine session de la commission mixte de coopération début 2024 et à travers l'intensification des contacts entre les opérateurs économiques des deux pays pour saisir les opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. Aujourd'hui en Afrique, l'un des plus grands défis, c'est la question de la paix, de la stabilité. Et tout le monde n'ignore pas ce qui se passe au niveau de notre continent. Et nous sommes donc ici en Algérie pour cette 20e rencontre entre les pays africains et les pays nordiques que nous allons commencer demain. Mais entre-temps, on a profité pour se retrouver avec mon frère et collègue Attaf ici, pour d'abord parler un peu de ce que nous allons faire demain, mais également parler sur le plan bilatéral, comment faire pour réactiver les relations entre le Tchad et l'Algérie. Et nous sommes convenus sur un certain nombre de choses, notamment la tenue prochaine de la commission mixte entre l'Algérie et le Tchad. Le chef de la diplomatie algérienne a également reçu son homologue tunisien. Est également à Alger le chef de la diplomatie tanzanienne, January Youssef Makamba. Il a également été reçu par Ahmed Attaf. Il s'est dit heureux d'être présent à Alger. Je suis très heureux d'être ici à Alger à l'invitation du gouvernement algérien afin de prendre part au sommet des pays africains et nordiques. Nous avons profité de cette occasion afin de tenir une réunion bilatérale avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. La réunion était très concluante. L'Algérie et la Tanzanie entretiennent des relations très solides et une tradition de relations historiques très longue depuis l'époque de la lutte commune pour la libération africaine, axée sur un combat commun pour la décolonisation du continent africain. À noter également que le chef de la diplomatie danoise est à Alger. Il a également été reçu par Ahmed Attaf. Thank you. Thank you. Thank you. Taking the trouble of coming and sharing with us. Par ailleurs, et toujours lors de cette série d'entretiens, Ahmed Attaf a également reçu la vice-ministre roumaine des Affaires étrangères, Daniela Gitman, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Cette rencontre a été consacrée à l'examen des relations de coopération bilatérale et de perspectives de leur renforcement dans le cadre de la préparation des prochaines échéances, notamment l'échange de visites entre les responsables des deux pays. Et on reste en Algérie où le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, s'est entretenu ce lundi avec son homologue libyen, Imad Trabelsi, en visite de travail à Alger. À cette occasion, de nombreuses questions d'intérêt commun ont été abordées, notamment la lutte contre le narcotrafic et le crime organisé. On écoute Brahim Merad. Nous avons une seule histoire, un destin commun. De nombreuses questions d'intérêt commun ont été abordées, notamment la lutte contre les stupéfiants et l'immigration clandestine. Les accords existants entre les deux pays, nous allons essayer de les réactualiser en vue de les améliorer. Donc nous allons défendre les intérêts de nos deux pays à travers des stratégies communes. Et pour lutter efficacement contre le narcotrafic et les crimes transfrontaliers, les deux gouvernements ont adopté un plan d'action sécuritaire commun en attendant sa mise en application ultérieurement.
Dans le volet sécuritaire, nous avons évoqué les problèmes auxquels sont confrontés les deux gouvernements algériens et libyens, notamment le narcotrafic dont souffrent les deux pays et que nous considérons comme étant un grand problème. Nous avons à cet effet adopté un plan d'action sécuritaire commun que nous espérons mettre en œuvre prochainement en utilisant des expériences purement algériennes et libyennes sans aucune interaction d'acteurs internationaux. L'action va s'opérer à travers le ministère de l'Intérieur algérien et libyen et avec la participation des ministères de la Défense des deux pays afin de sécuriser les deux frontières. Ahmed Trabelsi a par ailleurs exprimé la reconnaissance de son pays pour la solidarité donc de l'Algérie sous la conduite du président algérien Abdelmadjid Tebboune et son peuple au peuple libyen lors des dernières inondations qui ont ravagé la ville de Derna et ses environs. Nous saluons la position algérienne par rapport aux ponts aériens de solidarité ordonnés par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son soutien au peuple libyen. Et nous remercions tous les Algériens et tous les éléments de la protection civile qui se sont aventurés pour sauver et venir en aide les familles sinistrées. Le peuple algérien est connu pour ses actions humanitaires. Dans le reste de l'actualité, Sergueï Lavrov, présent à Pékin ce lundi, s'est entretenu avec son homologue chinois Wang Yi. Les deux parties ont salué les relations qui lient la Russie et la Chine à la veille de la rencontre des dirigeants des deux pays à l'occasion du forum de l'initiative de la ceinture et de la route. Nous sommes convaincus que la participation du président Vladimir Poutine au forum de l'initiative de la ceinture et la route constitue une contribution importante au succès de ce forum. Sera utile pour faire progresser notre coopération stratégique et donnera un nouvel élan au processus. Il est de notre devoir et notre mission de coordonner nos positions avant la rencontre de nos dirigeants Poutine et Xi par l'intermédiaire de nos ministres des Affaires étrangères. Je suis très heureux d'avoir un échange de vues approfondi avec vous sur des questions d'intérêt commun. Nous sommes très heureux d'être de nouveau à Pékin et d'avoir l'occasion à la veille de la visite du président Poutine en République populaire de Chine d'échanger des vues sur les affaires bilatérales. Nous sommes très reconnaissants envers nos amis chinois d'avoir invité le président Poutine comme invité principal du 3e Forum international de l'initiative La ceinture et la route. Nous considérons ce projet comme un élément important de la promotion de la coopération sur la base de l'égalité et de l'entraide. L'Allemagne et l'Union européenne ont exhorté ce lundi les pays des Balkans occidentaux à surmonter leur conflit et à saisir l'opportunité de se rapprocher de l'Union européenne. Lors du sommet du processus de Berlin réunissant les Balkans occidentaux et les pays de l'Union européenne, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré à la région que leurs différends duraient depuis bien trop longtemps et qu'ils freinaient les pays. Et Berlin prépare la notification à la Commission européenne des contrôles stationnaires à ses frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse, selon l'AFP. Pour le moment, l'Allemagne, destination privilégiée des migrants en provenance de Syrie et d'Afghanistan notamment, pratique seulement des contrôles stationnaires à sa frontière avec l'Autriche, une mesure exceptionnelle qui nécessite l'aval de Bruxelles. La Cour constitutionnelle de Géorgie a autorisé ce lundi l'ouverture d'une procédure de destitution contre la présidente pro-occidentale Salome Zurabichvili après l'avoir reconnue coupable de violation de la Constitution le 31 août, le 1er et 6 septembre dernier. Lors de visites de travail à l'étranger, la présidente a exercé un pouvoir de représentation dans le domaine de la politique étrangère sans l'accord du gouvernement, violant ainsi la Constitution.
Et l'ex-chef des services de renseignement espagnols a été inculpé pour l'espionnage du président régional indépendantiste catalan Pere Aragonès au moyen du logiciel Pegasus. Selon la justice espagnole, Paz Esteban, qui avait payé la facture de ce scandale en étant destitué l'an dernier par le gouvernement de Pedro Sánchez, a été convoqué par le juge barcelonais en charge de l'affaire le 13 décembre. Et on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News.